Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne un nombre très grand d'entre vous, les écoles européennes. Alors, à ma droite, pour en parler, Georges Blandas, président de U4U, vous le connaissez. Georges a été pendant 8 ans président de 2 associations de parents d'élèves, donc connaît très bien l'histoire des écoles européennes. Et puis, à ma gauche, Tremer Denigo. Bonjour Tremer. Tu es enseignant, tu as été agent de la fonction publique au Centre commun de recherche d'ISPRA pendant 6 ans et aujourd'hui tu travailles pour notre revue GRASP. Alors, Georges, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est pour toi l'importance et les missions des écoles européennes? Eh bien, l'école européenne a été créée par des parents qui voulaient scolariser leurs enfants puisqu'ils travaillaient au sein des institutions. C'est important de dire cela parce que la place des parents dans ces écoles est très importante. Au niveau du conseil d'administration, au niveau de la gestion du périscolaire, de la cantine, des transports. Ils sont membres du conseil supérieur des écoles européennes. C'est une caractéristique. La seconde chose, c'est que c'est des écoles multilingues. Les enfants ont une scolarité dans leur section maternelle, si j'ose dire, mais ils peuvent aussi connaître d'autres langues et recevoir des contenus dans les autres langues. Ça, c'est donc une seconde caractéristique. Une troisième caractéristique, c'est au niveau pédagogique. Ce sont des écoles dont les parcours pédagogiques s'adaptent aux enfants et non pas l'inverse, comme on connaît dans certains pays, où c'est les enfants qui doivent s'adapter à des parcours donnés une fois pour toutes. C'est aussi une troisième caractéristique. Ce sont des écoles aussi ouvertes sur la société. Dans leur projet, ils ne voulaient pas être des écoles ghetto. Et c'est des écoles qui représentent un formidable laboratoire pour la construction européenne, l'unité dans la diversité. Des écoles qui pourraient être aussi un vecteur de projection dans leur union, où on montrerait au monde entier l'unité dans la diversité et comment on peut apprendre à vivre ensemble tout en restant ce que nous sommes. Alors, Tremer, ces écoles européennes, aujourd'hui, où en sont-elles? Bon, alors, ces écoles, d'une façon générale, sont un succès, c'est absolument incontestable, et elles répondent donc à leur mission première, puisqu'elles scolarisent les enfants des fonctionnaires. Ceci dit, si tu le permets, je voudrais voir avec toi 4 points, c'est en aucune façon une liste exhaustive, de problèmes qui nous font affronter, je pense, courageusement, parce que c'est une réalité qui montre que bon, les écoles ont encore des domaines dans lesquels il faut incontestablement qu'elles progressent. Le premier point concerne la fréquentation par les écoles européennes des enfants de ceux qui travaillent dans les institutions, nos collègues. Le fait est effectivement que la majorité, la très grande majorité des élèves qui fréquentent les écoles sont encore des enfants de ceux qui travaillent dans les institutions. Grosso modo, pour les 13 écoles officielles, c'est 27 000 élèves, il y en a 21 000 qui sont dans cette situation. Ceci dit, nous savons aussi qu'un enfant sur 2 de ceux qui travaillent dans les institutions, un enfant sur 2 ne va pas dans ces écoles. Alors il y a très certainement des choix de nature personnelle, familiale, culturelle, les gens font ce qu'ils veulent, c'est tout à fait évident. Ceci dit, nous savons aussi que certains aimeraient les mettre, mais ne les mettent pas. Parce qu'ils considèrent que l'offre qui leur est faite n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Ceci pour des raisons qui sont très clairement budgétaires. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'ouverture, qui est un point important. Ces écoles étaient des écoles qui, normalement, avaient vocation non seulement à scolariser ces enfants dont nous venons de parler, mais aussi à s'ouvrir à des enfants qui viennent d'ailleurs. C'est une vocation très importante et aujourd'hui, on peut mettre en question cette réalité-là, notamment à Bruxelles ou à Luxembourg. On a des écoles qui se referment sur elles et qui ne s'ouvrent pas suffisamment à ces enfants. C'est un problème. C'est dommage, d'autant que c'est une manière formidable de fabriquer des petits Européens, finalement. Hein. Absolument. Alors, tu nous disais qu'il y avait 4 problèmes, tu viens d'en citer 2. Les deux derniers sont de quelle nature? Je te propose 2 autres choses. Là, on va se déplacer du côté des professeurs. Tu sais que les professeurs dans les écoles européennes sont soit des détachés par les États membres, soit, excusez le jargon, des chargés de cours, c'est-à-dire des recrutés locaux dont les rémunérations sont payées sur le budget des écoles. Dans certaines écoles, nous avons des chargés de cours, c'est 1 sur 2 professeurs de ces écoles. Donc ils sont très très importants. Ils sont très importants. Il est bien entendu que les questions de statut n'affectent en rien l'enseignement, que pour un enfant ou pour un professeur, pour un parent, pardon, le professeur en phase 2 est un professeur quel que soit son statut. Pourquoi ceci pose un problème? Eh bien parce que les conditions contractuelles et de rémunération qui sont offertes à ces personnels
ne sont dans certains cas pas suffisamment attractives pour s'assurer un recrutement d'une part, et d'autre part le fait que ces professeurs, une fois dans les écoles, y restent. Nous savons qu'à Bruxelles, certains d'entre eux s'en vont pour aller travailler dans d'autres écoles internationales. Donc ça, évidemment, c'est un problème. Et puis le dernier problème, c'est un problème qui, moi, me touche personnellement, évidemment, en tant qu'enseignant, c'est l'offre pédagogique de ces écoles. C'est évidemment ce qui est au cœur de cette école. Là, incontestablement, je crois qu'on peut dire qu'on a une offre pédagogique qui, d'une certaine façon, est en baisse, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises qui répondaient à des exigences budgétaires. Georges l'a dit tout à l'heure, donc je vais aller très vite. C'est vrai qu'on avait, d'une certaine façon, une plus grande liberté pédagogique, du fait d'une offre plus variée qui était offerte aux élèves. Désormais, c'est incontestablement moins le cas. Ils vont se retrouver limités, d'une certaine façon, dans des offres qui sont beaucoup plus circonscrites. Et ça, c'est absolument, incontestablement un problème pour l'école secondaire, évidemment. Enfin, un autre exemple qui est véritablement au fondement et au cœur même de la création de ces écoles, le fait qu'on avait jusqu'à présent des professeurs qui étaient des professeurs qui venaient de différents pays de l'Union européenne et qui étaient de langue maternelle et qui donc enseignaient dans une langue qui était la leur. Donc on pouvait enseigner en histoire, par exemple, en anglais, mais on était anglophone parce qu'on venait d'Irlande, on venait d'Angleterre. Une nouvelle disposition a levé cette possibilité-là pour ouvrir à des enseignants qui ne sont plus de langue maternelle, selon moi, c'est véritablement une faiblesse. Et on s'aligne d'une certaine façon sur ce qui existe sur d'autres écoles, alors que cette richesse-là faisait la particularité des écoles européennes. Alors, puisque tu parles de la langue anglaise et des Irlandais et des Britanniques, Georges, le Brexit, est-ce que c'est quelque chose qui peut impacter les écoles européennes? Eh bien, pour l'instant, nous ne savons pas quelles seront les conséquences du Brexit sur les écoles européennes. Ce qu'on peut dire, c'est que les écoles sont gérées par une convention intergouvernementale, que le Royaume-Uni ne s'est pas retiré de cette convention et que même s'il le faisait, dans le contexte du Brexit, il y aura d'autres pays comme Malte et l'Irlande qui scolarisent ces enfants dans les sections anglophones. Par ailleurs, les sections anglophones doivent continuer de fonctionner, ne serait-ce que pour permettre aux enfants britanniques de poursuivre leur scolarité, puisque nos dirigeants disent à juste titre que les collègues britanniques, c'est des collègues et qu'ils le resteront. Par ailleurs, les sections linguistiques anglophones accueillent des élèves qui ne sont pas britanniques, soit parce que ce sont des élèves à qui on n'offre aucune alternative dans une autre section linguistique, soit parce qu'il s'agit d'élèves de couples mixtes qui choisissent l'anglais comme langue véhiculaire, précisément. Et donc, là aussi, je ne vois pas comment on pourrait éviter donc, la continuation. Donc, pour nous, il est hors de question que ces sections se ferment. D'ailleurs, tu me disais, Tremer, que lorsque tu étais enseignant dans une classe, il y avait anglophone. Tout à fait. Il y a quelques années, je me rappelle, j'étais enseignant à l'école européenne de Varèse. J'avais une classe de la section anglaise qui ne contenait aucun anglais. C'était tous donc des enfants qui sont dits, bon, jargon encore, je m'en excuse, des schools. J'ajoute une chose, c'est donc qu'il faut penser à ces plus petites écoles qui n'offrent pas toutes les sections linguistiques. C'est encore plus le cas pour les écoles agréées, qui parfois n'ont que 2 sections, dont la section anglaise. Imaginez la fermeture d'une telle section, c'est imaginer la fermeture de l'école. Justement, aujourd'hui, nous avons 13 écoles de type A, les écoles européennes classiques, accueillant 27 000 élèves, et nous avons aussi 13 écoles agréées, comme le disait Tremer. Nous ne sommes pas pour qu'on ferme les écoles. Nous sommes d'ailleurs en faveur d'exporter le modèle européen à l'étranger comme un élément d'une politique extérieure. Ça, c'est la première chose. Nous sommes pour la diffusion d'un bac européen, qu'on arrête tous ces trucs administratifs, bureaucratiques, d'homologation des différents baccalauréats, qu'on ait un seul baccalauréat européen, que d'autres écoles européennes, qu'elles soient agréées ou pas, se développent. Et c'est d'ailleurs ce que nous disons là, c'est notre combat. Lorsque, par exemple, il y a quelques années, nous nous sommes battus pour l'initiative citoyenne européenne sur le thème d'une école européenne pour tous, et nous n'avons pas recueilli, bien sûr, le million de signatures,
mais des dizaines de milliers, ce qui est déjà pas mal. Et nous avons lancé le débat, c'est un début, et nous penserons qu'un jour en Europe, on aura des écoles européennes partout. Et n'oublions pas non plus, je pense, nos collègues du Hors-Union, qui mettent leurs enfants dans des écoles internationales et quand ils reviennent au siège, ont besoin de trouver des sections anglaises pour leurs enfants. Merci Eh Kim. bien, merci à tous les deux. Comme vous le voyez, c'est un sujet vaste. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Merci de nous rester fidèles et à la semaine prochaine.